c'est vrai qu'après tout ce qui a été dit depuis 1 heure, on va un petit peu changer d'échelle. On va essayer de réfléchir à cette pandémie, sous l'angle des éclairages qu'elle nous apporte. Éclairage sur ces inégalités sociales dont on a parlé, mais aussi, éclairage sur l'état de la nature puisqu'en fait, cette pandémie devrait nous permettre de prendre conscience, véritablement des liens qu'il y a, entre, la dégradation, des conditions de la vie sur terre et la dégradation donc, de nos conditions de vie en tant qu'humains et à partir de là, re-questionner aussi toutes les règles du vivre ensemble. Est-ce que le vivre ensemble, ce n'est, que les humains, entre humains? Ou est-ce que, l'humanité peut prendre conscience, en tout cas les populations, des pays les plus, développés, des pays occidentaux, prendre conscience que, ces règles du vivre ensemble, si elles n'incluent pas les non-humains, heu, il me semble que nous nous acheminons vers, quelque part vers un suicide collectif, vers un risque de la disparition de l'espèce humaine. Je vais pas pouvoir développer ça dans tout son ensemble, mais je voudrais au moins, vous faire comprendre que le fonctionnement systémique, sur terre, est un fonctionnement qui devrait, nous servir de boussole pour, justement peut-être repenser nos règles, repenser nos lois, heu et voir, redéfinir l'échelle des normes, voire la renverser parce que, ce que monsieur Grimaldi a expliqué, avec cette image de Pfizer, qui ose finalement, faire du business, sur notre santé à tous, tout en nous apportant une solution, mais malgré tout, c'est d'abord du business, montre bien qu'il y a, dans notre système actuel, qui a été, validé, par, tous les gouvernements précédents, de droite mais aussi de gauche, une prééminence du droit commercial, du droit libéral sur, les droits humains et sur la protection de la nature. Alors je vous ai préparé un petit diaporama, pour aussi me cadrer, puisqu'on a une vingtaine de minutes, de manière justement aussi à vous montrer en images un petit peu, ce dont on parle et ce vers quoi on pourrait s'acheminer, pour redéfinir une nouvelle république. Définir une nouvelle république, ça veut dire redéfinir une constitution, clairement. Et donc je finirai mon propos sur des propositions au niveau de la constitution. Donc je vais partager mon écran si vous voulez bien et parler en même temps que je vous montre des vidéos, des diapositives. Voilà, vous me direz si, tout va bien, tout le monde voit cet écran? Oui, tout à Oui, fait. oui. Super. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler, ce que nous avons, probablement oublié, c'est que sur terre, tout interagit, tout est interdépendant, tout est interconnecté et que la vie, telle que nous la connaissons, ne fonctionne que, justement selon ces règles d'interdépendance. Le système terrestre, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème, cette Terre, qui est lui-même constitué donc de plusieurs, sous-systèmes. L'atmosphère, qui est la couche de gaz qui entoure la Terre, la biosphère, qui se compose de tous les organismes vivants sur Terre et dont on fait partie, l'hydrosphère, qui est toute l'eau contenue sur la Terre et qui inclut les glaces qui sont en train de fondre sous l'effet du changement climatique, et la géosphère, c'est-à-dire la Terre physique, le sol, mais aussi le magma de la roche qu'on appelle la lithosphère. Tous ces systèmes fonctionnent ensemble, en symbiose, et permettent donc une circulation des cycles biogéochimiques, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, le cycle de l'eau, euh, permettent aussi, donc bien évidemment, la régulation du climat, à travers aussi la régulation du cycle des pluies. Et bien évidemment, les hommes font partie de ce système terrestre. Ils ont un impact sur lui et ce système terrestre a un impact sur l'humanité.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe aujourd'hui que la vie telle que nous la connaissons, alors quand je dis telle que nous la connaissons, parce que souvent on entend il faut sauver la planète. Ça ne veut pas dire grand-chose, sauver la planète. La planète, c'est un astre qui circule dans l'univers, qui a 4 milliards 600 000 années, qui était là donc bien avant l'humanité, qui a déjà connu 5 extinctions de masse, au point que la vie a pu disparaître parfois jusqu'à 90%, et la vie renaît toujours de ses cendres. Ce que l'on essaye aujourd'hui de préserver, c'est quoi? C'est un état qui correspond à une ère géologique, l'ère de l'Holocène, qui est là depuis 11 700 ans, et où s'est développé un climat stable, un climat tempéré, et où la biodiversité est devenue foisonnante, et où l'humanité a littéralement explosé en termes de nombre et a pu en même temps bénéficier de conditions de vie absolument extraordinaires. Or, ce qui est en jeu en ce moment, depuis la première ère industrielle, c'est l'impact d'une espèce sur Terre, l'humanité, qui est en train de transformer l'ère géologique dans laquelle nous sommes. C'est la première fois dans l'histoire de la Terre, depuis presque 5 milliards d'années, qu'une de ces espèces arrive à modifier son état géologique. C'est quand même assez significatif. Notre activité humaine a eu un impact tel que nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans une 6e extinction de masse que nous avons nous-mêmes engendrée, et un changement climatique qui va totalement modifier d'ici la fin du siècle les conditions de la vie, et qui va avoir un impact encore plus fort sur les inégalités sociales, puisque il y a déjà partout sur Terre des victimes du changement climatique, des victimes de l'augmentation de 60% des catastrophes naturelles, qui n'ont plus d'eau, qui vivent sur des terres asséchées, des terres qui sont en train de mourir, ce qui va engendrer bien évidemment des déplacements de populations monstrueux, et des risques pour la paix à l'échelle globale. Nous avons regardé la Terre comme un puits infini de ressources. Nous avons oublié que les espèces et les systèmes vivants n'étaient pas des choses ou des propriétés. Nous avons oublié que nous étions interdépendants de leur bonne santé pour pouvoir nous-mêmes rester en bonne santé. Pour que ce soit clair, il faut comprendre que nous avons donc dépassé un certain nombre de limites écologiques aujourd'hui qui nous permettent de vivre dans cet environnement qui est sûr. En franchissant ces limites, nous basculons dans un état planétaire qui devient dangereux, qui devient inhabitable. 2 limites sont fondamentales, celle en lien avec le climat, je ne vais pas le développer, on n'a pas le temps, et la deuxième que nous avons franchie, nous sommes à 420 particules par million de CO2 dans l'atmosphère, quand il aurait fallu rester en deçà de 350 particules par million, sachant qu'avant l'ère industrielle, nous étions à 280, donc nous nous acheminons vers un climat qui va probablement augmenter de plus 4, voire plus 5, peut-être même plus 7 degrés si l'on prend en considération la bombe climatique que représente le largage de méthane dans l'atmosphère sous la fonte des glaces et du pergélisol, gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Et la deuxième limite que nous avons franchie, c'est celle de l'intégrité de la biosphère, qui est terriblement érodée et qui donc se caractérise par une perte de biodiversité et un taux d'extinction qui est 100 à 1000 fois supérieur à ce qu'il est dans un état planétaire qui fonctionne en roue libre normalement. Ce qui veut dire concrètement que nous avons perdu depuis 1970, il y a 50 ans, 68% des animaux sauvages dans le monde, nous avons perdu 80% des insectes en Europe, et un quart des espèces animales en Europe sont aujourd'hui menacées ou éteintes. Alors la pandémie a révélé, au-delà de ces constats qui ont été faits en 2018 par le GIEC pour le climat, puis en 2019 par l'IPBES, qui ont vraiment sonné l'alerte, et qui pour la première fois depuis 1972, premier sommet de la Terre, ont fini par créer un consensus global de nos politiques, de nos leaders politiques sur la gravité de la crise écologique et climatique, mais qui malgré tout ne s'est pas traduit dans les faits. Même l'accord de Paris est un accord qui est non contraignant.
je crois que la pandémie a permis quand même de montrer la gravité, les risques liés justement au fait de détruire la biodiversité. Plus de 70%, en fait, c'est près de 75% des infections émergentes apparues au cours des 40 dernières années sont des zoonoses. Et qu'est-ce que c'est qu'une zoonose? C'est une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme pour des raisons aujourd'hui qui commencent à être très clairement identifiées. On a des facteurs qui favorisent l'émergence des zoonoses, la déforestation, la modification d'usage des sols, et qui fait partie d'ailleurs des grandes limites écologiques de la planète. Nous devrions préserver un couvert forestier autour de la planète de plus de 15% des terres émergées. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et parce que nous modifions les sols pour une agriculture extensive, nous déforestons. Et en déforestant, en urbanisant, nous nous rapprochons d'espèces sauvages avec lesquelles nous ne devrions pas être directement en lien. L'agriculture intensive et l'élevage d'animaux intensifs est une des causes aussi des zoonoses. Bien évidemment, tout le commerce illégal de la vie sauvage, qui en soi est déjà réglementé et pénalisé, mais qui a énormément de mal à être géré parce que cela demande une coopération internationale avec des moyens que n'arrive pas à avoir Interpol, par exemple. Le fait aussi que dans notre politique de santé, nous ayons pendant des décennies utilisé des antibiotiques pour tout et n'importe quoi, a créé une résistance de nos organismes à beaucoup d'agents microbiens. Et puis les changements climatiques qui érodent là aussi la biodiversité, qui érodent les forêts et qui nous font nous rapprocher d'espèces avec lesquelles nous ne devrions pas être en lien direct. Donc cette biodiversité qui a été massivement détruite par l'activité humaine, vous voyez ici une image par exemple des sables bitumineux, l'exploitation des sables bitumineux en Alberta aux États-Unis, où des forêts primaires ont été coupées, où la couche de sol vivant a été enlevée pour accéder à des sols de sable chargés de bitume, de manière justement à pouvoir continuer à produire du pétrole face à une pénurie de pétrole brut plus léger un petit peu partout sur Terre. Ce type même d'activité humaine engendre donc une perte de biodiversité, provoque le changement climatique, provoque le dégel du pergélisol, qui est lui-même donc lié au dérèglement climatique. Et nous savons aujourd'hui que dans ce pergélisol, en Sibérie, autour de la calotte glaciaire, est emprisonné des milliers et des milliers de virus encore inconnus, ou des virus qui ont tué par le passé des millions d'humains sur Terre, qui peuvent être comme la grippe espagnole, qui peuvent être relâchés dans les décennies qui viennent à cause de notre impact sur la Terre. Alors, Corinne a parlé dans l'introduction de cette conférence du concept de One Health, une seule santé. C'est une initiative en fait qui a été initiée par les Nations Unies et qui en même temps est un mouvement qui a été créé il y a une vingtaine d'années et qui promeut justement une approche intégrée, une approche systémique, unifiée de la santé publique, de la santé animale et de la santé environnementale aux échelles locales, aux échelles nationales et à l'échelle planétaire, avec cette volonté justement de mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique. Vous voyez que c'est une initiative qui a été créée il y a plus de 20 ans, à l'époque d'ailleurs où l'armée américaine elle-même, quand on lit ses rapports, se préparait à des pandémies mondiales majeures, mais qui n'a pas été intégrée dans la gouvernance de la plupart des pays, qui n'a pas été comprise parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons une gouvernance qui s'appuie d'abord sur l'économie et qui met au pas la société et la biosphère face aux intérêts de l'économie, face aux intérêts des industriels. Nous n'avons pas intégré, donc, d'une part, cette vision écosystémique du vivant, nous n'avons pas intégré le fait que le bien-être et le bien-vivre ensemble des communautés humaines
était dépendant de la bonne santé de la biosphère. Et c'est un des enjeux aujourd'hui des objectifs de développement durable, ces fameux 17 objectifs de développement durable développés par l'ONU, qui essayent d'être promus à l'échelle des nations, c'est de dire l'économie doit être au service de la société et au service de la biosphère. Et au-delà, ce que moi j'essaie de promouvoir à travers mes travaux, c'est de revenir à cette théorie de Kate Raworth, qui est une économiste, qui a développé un schéma économique tout à fait pertinent à mon sens, qui est la théorie du beignet, la théorie du donut. C'est de dire nous devons repenser nos règles du vivre ensemble, notre gouvernance, nos lois, nos politiques publiques, en admettant qu'il y a des lois écologiques et des équilibres écologiques à respecter, qui seraient finalement le plafond écologique que nous devons respecter dans tout ce que nous décidons pour la société, avec 9 dimensions qui sont en fait les 9 limites planétaires qui ont été déterminées par le Stockholm Resilience Center et qui servent aujourd'hui de boussole, d'indicateurs du suivi des objectifs de développement durable à l'échelle des Nations Unies, mais aussi à l'échelle de l'Europe et même de la France, puisque le dernier rapport sur l'état de l'environnement en France de 2019 s'est appuyé sur ces limites planétaires pour évaluer où en était la France et a admis que la France dépassait 6 des 9 limites planétaires. À l'échelle globale, nous en dépassons 4. Donc ces limites planétaires sont, nous le reverrons, en lien avec le changement climatique, avec l'érosion de la biodiversité, avec l'acidification de l'océan, avec la quantité d'azote et de phosphore dans les sols et la modification d'usage des sols, avec la quantité d'eau douce disponible et la manière dont nous la gérons, avec la couche d'ozone, et puis de manière générale, tout ce qui est en lien avec la pollution de l'air, des sols, des corps, bien évidemment, qui devraient être beaucoup mieux contrôlés. Et Kate Raworth propose aussi donc, que nous déterminions un plancher social avec 12 indicateurs basés sur les objectifs de développement humain, de manière à pouvoir justement prendre en considération les besoins en santé, les besoins en nourriture, les besoins en eau, les besoins en énergie, les besoins de lien social, les besoins d'habitat, l'équité sociale, l'égalité de genre, la citoyenneté et la démocratie citoyenne, les besoins de paix et de justice, les besoins d'éducation, tous ces besoins-là, qui sont finalement un petit peu les besoins qui ont été déterminés par la pyramide de Maslow, doivent être pris en considération dans les règles que nous déterminons ensemble. Alors, il me semble aujourd'hui que pour arriver à respecter ce plafond écologique, à respecter ce plancher social, nous avons besoin de changer de paradigme, nous avons besoin de réintégrer les droits de l'humanité dans ces liens d'interdépendance au sein d'un principe unitaire de vie qui ne peut être protégé et garanti que si nous reconnaissons aujourd'hui les droits de la nature à exister, à être protégée, à pouvoir se régénérer, à pouvoir évoluer librement. Pourquoi ? Parce que nous devons admettre ce que nous avons oublié, qui est que notre droit à l'eau, notre droit à la santé, notre droit à un air pur, notre droit à l'alimentation ne peuvent plus aujourd'hui être garantis si nous ne protégeons pas les droits de la nature, si nous ne protégeons pas les droits des écosystèmes et des espèces vivantes à pouvoir, eux et elles aussi, perdurer sur Terre. C'est absolument essentiel et la pandémie, pour moi, doit être un révélateur de cette nécessité. C'est quand même extraordinaire de se dire que nous reconnaissons comme sujet de droit, c'est-à-dire avec la capacité d'ester en justice pour faire valoir ces droits, bien évidemment les humains, mais aussi des entités morales, des entités fictives juridiquement, comme les entreprises. Les entreprises aujourd'hui peuvent se défendre en droit, peuvent se défendre en justice, mais nous ne reconnaissons pas une forêt, nous ne reconnaissons pas l'océan, nous ne reconnaissons pas les espèces animales comme des sujets de droit, nous les percevons toujours et encore comme des choses sur lesquelles nous sommes maîtres et possesseurs et qui révèlent véritablement
une vision du monde totalement anthropocentrée. Ce dont je vous invite aujourd'hui à réfléchir dans la construction d'une république sociale et écologique, c'est donc d'adopter une gouvernance qui devienne systémique et de redéfinir cette échelle des normes pour remettre l'économie au service du vivant et préserver les humains en préservant véritablement la nature, et donc d'écrire peut-être ensemble une constitution qui va permettre de poser les bases d'une sixième république, une constitution qui soit sociale, mais qui soit aussi écologique, de manière à réconcilier la nature avec la politique, finalement de réintégrer la nature dans la politique, réintégrer la nature dans le droit, en comprenant que nous sommes, nous aussi, les humains, un des éléments de la nature et que nous ne pourrons pas survivre à la destruction de la nature. Alors c'est un travail que nous avons déjà entamé dès 2018 avec des associations, un travail qui a été repris par la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle je me suis adressée le 11 janvier 2020, justement sur cette idée que s'ils voulaient réduire les émissions de gaz à effet de serre, il fallait qu'ils adoptent une approche beaucoup plus systémique de la dégradation des conditions de la vie sur Terre, qu'ils ne pouvaient pas se contenter de simplement de mesurettes en lien avec le climat. Il fallait aussi qu'ils prennent en considération l'impact de la lutte sur le changement climatique par rapport à la biodiversité, par rapport à toutes les limites écologiques de la planète, et qu'il fallait donc réintégrer cette dimension systémique dans leur réflexion commune. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont donc travaillé sur la Constitution, et ils ont aussi travaillé sur le crime d'écocide, qui permet justement de poser ce respect des limites planétaires et de dire que quand on détruit les conditions de la vie sur Terre en connaissance de cause, cela devrait être reconnu comme une attitude criminelle. Alors, pour ce qui est de la Constitution, la Convention citoyenne n'a pas repris toutes mes propositions. Elle a repris de manière resserrée certaines d'entre elles, sous l'influence du comité légistique qui avait été nommé par le gouvernement et qui, pour certains d'entre eux, faisait partie du Conseil d'État, qui, dès 2018, quand Emmanuel Macron avait proposé une réforme de la Constitution, avait alerté le gouvernement en disant « Faites attention, les propositions de la société civile vont vous mettre dans une situation qui risque de vous amener à être devant la justice pour non-respect de la Constitution et des valeurs, des normes suprêmes auxquelles les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, doivent se conformer. » Donc ils ont gardé cet alinéa, troisième alinéa de l'article 1er, la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Ils ont donc gardé ce mot garantir, ce verbe garantir, auquel nous tenions absolument, justement pour pouvoir permettre d'ester en justice contre l'État s'il ne respectait pas la Constitution. Et donc, là-dessus, ils n'ont pas suivi les recommandations du Conseil d'État. En revanche, ils n'ont pas repris... alors, attendez. Ils n'ont pas repris donc, ma proposition d'intégrer les limites planétaires dans cet alinéa. Et ils ont gardé le terme environnement associé à biodiversité. Environnement, je vous le dis très sincèrement, qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que ce terme environnement qui est utilisé depuis des décennies dans nos sociétés occidentales est un indicateur de la manière dont on se perçoit sur Terre. On va parler de l'homme au centre et on va regarder la nature comme quelque chose qui est autour de nous, qui nous environne, dont on est finalement peut-être détaché, voire même où l'on se perçoit totalement hors sol, absolument pas donc dépendant de l'état de cet environnement. Je leur proposais donc de poser les limites planétaires pour justement poser ces liens d'interdépendance qu'il y avait entre un état planétaire resté sûr pour l'humanité et ses équilibres écologiques à préserver. Alors, c'était effectivement très important et c'est le travail donc de ce collectif Notre Constitution écologique que je vous invite à regarder sur Internet, qui regroupe donc des associations qui ont travaillé ensemble dès 2018
la Fondation pour la nature et l'homme, Notre affaire à tous, où on avait fait donc des propositions d'amendement de la Constitution pour qu'elle devienne plus écologique, sociale et solidaire, et qui a été rejoint ensuite par des mouvements de la jeunesse, Climate, le REFED, WANTS, qui se sont donc associés pour créer une pétition pour que les citoyens s'emparent de cette proposition. Et donc nous avons effectivement donc demandé à inscrire l'obligation de préserver la biodiversité et le climat dans la Constitution, parce que ça permettait des actions en justice comme celles que nous essayons de mettre en œuvre avec celle de l'affaire du siècle sur le climat vis-à-vis du gouvernement. Nous avions aussi demandé, et ça n'a pas été repris par les citoyens de la Convention climat, que nous ajoutions dans la Constitution le principe de non-régression du droit. Pourquoi ? Parce que on ne doit pas détricoter des lois protectrices sous prétexte qu'il y a de nouveaux gouvernements qui sont élus. Le droit doit toujours être progressif et non pas régressif. Et il y a un vrai risque aujourd'hui que certaines lois soient détricotées, que, que la charte de l'environnement, par exemple, soit amoindrie par des décisions politiques. J'ai un problème de passage. Et puis nous avions surtout demandé que donc les limites planétaires soient inscrites dans la Constitution, et je sais que dans le projet de loi climat et résilience, comme ça n'avait pas été proposé pour un amendement constitutionnel, ça a été rediscuté dans le cadre du crime d'écocide, et ça a été aussi rediscuté dans le cadre de l'économie circulaire. Delphine Batho avait déjà obtenu une résolution pour que les limites planétaires soient reconnues dans le cadre d'une loi sur l'économie circulaire. Mais je pense que ces limites planétaires devraient devenir le cadre qui permette de réguler l'activité industrielle et de déterminer ce qui est encore possible et impossible, et donc de déterminer aussi quelles sont les activités industrielles qui doivent devenir à terme illégales, activités industrielles qui pour beaucoup aujourd'hui sont encore légales, et donc ne permettent pas de mener des actions en justice pour avoir détruit cela. Ça, c'est un schéma que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur les limites planétaires. Vous voyez donc qu'à l'échelle globale, nous en avons dépassé 4. Le climat, l'érosion de la biodiversité, en tout cas la diversité génétique, c'est-à-dire la biodiversité, mais aussi la quantité d'azote et de phosphore qui perturbent les cycles biogéochimiques. Qu'est-ce que c'est que cet azote et ce phosphore? Ces cycles naturels, ce sont les cycles qui permettent la vie dans les sols, et comme nous mettons beaucoup trop d'intrants, beaucoup trop d'engrais chimiques azotés, nous tuons les sols aujourd'hui, et nous eutrophisons les eaux de rivière par le biais des ruissellements, ce qui conduit d'ailleurs les estuaires à développer ces algues vertes que certains d'entre vous peut-être qui vivent en Bretagne connaissent très bien, et qui finissent par étouffer toute vie dans l'eau et contribuent à l'acidification des océans, qui est une des limites qui approche. Un océan qui s'acidifie, c'est un océan où la vie marine disparaît. Voilà en fait la proposition que nous avions faite en 2018. La République veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires. Nous avions là, alors c'est une erreur, excusez-moi, aujourd'hui c'est devenu la République garantie et pas veille, mais vous avez tous les mots-clés pour que nous puissions justement adopter une constitution qui soit une constitution donc, qui reconnaisse ces principes d'interdépendance entre l'humanité et les écosystèmes et les espèces vivantes, qui reconnaissent par ce biais cette idée d'une santé, d'une planète, et qui permettent à terme, quand les consciences auront suffisamment évolué, de s'acheminer peut-être vers des constitutions de type sud-américaine comme en Équateur ou en Bolivie, où pour le coup les droits de la nature sont inscrits, sont reconnus, et où les éléments de la nature peuvent être défendus en justice quand il y a un risque donc de les perturber, de les détruire. C'est une révolution juridique dans le système occidental et philosophique
dans lequel nous gravitons, mais c'est une révolution, en tout cas, que j'appelle de mes vœux, parce que je ne crois pas que sans changement de paradigme complet, nous puissions résoudre la crise sociale, la crise écologique, la crise sanitaire et à terme, la crise humanitaire dans laquelle nous sommes engagés. Voilà, je vous remercie.